Dans cette vidéo, on va parler du S&P 500, tu sais, le fameux indice qui suit et qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. À l'intérieur, on va retrouver des boîtes comme Facebook, Apple, Amazon, etc. Et comme les ETF de manière générale, il en existe énormément. Pour le cas du S&P 500, c'est pareil. Il n'y a pas qu'un seul et unique ETF, il y en a aujourd'hui une multitude qui existe. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de te montrer et de faire une sélection en direct et de te montrer comment on peut être en mesure de trouver les meilleurs ETF. En l'occurrence, là pour le S&P 500, mais après tu verras, tu seras capable de l'adapter à tout un tas d'autres produits ou services ou n'importe quel type d'actifs que tu souhaiterais ajouter dans ton portefeuille. Donc là, je te retrouve sur un site connu que je t'ai déjà présenté à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Just ETF et qui va nous permettre de sélectionner les meilleurs ETF, notamment pour les résidents français et ou européens. Donc tu vas cliquer, je te mettrai le lien dans la barre d'infos, tu as simplement à cliquer dessus ou tu vas sur le site justetf.com, tu vas sur l'onglet sélecteur d'ETF et tu cliques sur trouver des ETF. Là, on va arriver du coup sur un screener avec tous les ETF disponibles. Il y en a plus de 2700, donc évidemment, il y en a quand même beaucoup. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est pour le cas du S&P 500. Donc, on va choisir l'indice. Et là, tu vois qu'au niveau des indices, il y en a vraiment beaucoup. Donc, on va aller chercher le S&P 500. Donc, c'est par ordre alphabétique, si je ne me trompe pas. On va descendre du coup tout en bas. Tu vois, il y en a quand même vraiment beaucoup et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus te perdre là-dedans. Et tu vois, pour le cas du S&P 500, c'est un peu comme pour tout. En fait, si tu recherches un ETF MSCI World et tout, tu as plein de dérivés. Nous, on va vraiment rester sur le S&P 500 classique. Voilà, on va rester dessus, on va cliquer sur S&P 500 classique et du coup, on est passé de 2700 à 25. Donc tu vois, ça nous a quand même énormément éliminé d'indices. Ensuite, on va commencer à sélectionner des ETF, par exemple pour le premier cas, qui sont éligibles au PEA. Là, tu vois, il nous en reste plus que 4. C'est possible de pouvoir investir dans des ETF, même sur PEA, qui n'investissent pas directement dans des entreprises françaises et ou européennes, parce qu'à la base, c'était quand même le deal. Hein. Tu as des avantages fiscaux sur le PEA, mais tu es censé investir dans des entreprises françaises et ou européennes. Là, tu peux quand même investir dans le MSCI World, le S&P 500, parce qu'on est sur des ETF à réplication synthétique, c'est-à-dire que ce qu'ils vont garder dans leur coffre, ça peut être des actions françaises et ou européennes, mais par derrière, ils vont faire en sorte nous en tout cas en tant qu'investisseurs, nous permettre de pouvoir nous exposer à d'autres marchés. Voilà. C'est une autre manière de fonctionner, mais sache que ça existe. Par contre, dans la sélection des ETF, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Là, tu ne peux pas aller sur des ETF à réplication physique. Moi, je sais qu'en général, je préfère être sur des ETF à réplication physique. Je t'ai déjà expliqué à plusieurs reprises pourquoi. Et si tu veux en savoir un peu plus là-dessus, les grosses différences qu'il va y avoir entre les ETF à réplication physique et les ETF à réplication synthétique, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube que tu retrouveras dans la playlist bourse. Par contre, ce qu'il faut que tu saches, c'est que il arrive parfois que certains ETF à réplication synthétique surperforment leur indice de référence, ce qui est très rarement le cas pour les ETF à réplication physique, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, attention, il faut bien que tu regardes ce qu'on appelle la tracking error, c'est-à-dire le différentiel et le delta qui existe entre les performances de l'ETF dans lequel tu vas décider de placer ton capital et l'indice qu'on va essayer de suivre en fait. Hein. Là, en l'occurrence, le S&P 500. Voilà. Donc pour le cas du S&P 500 pour PEA, il n'y en a que 4 qui nous sont représentés aujourd'hui. Et donc là, il va falloir essayer de sélectionner le meilleur. Donc, il y a plusieurs informations qui nous sont données. Déjà, la taille du fonds. Plus on va avoir une taille de fonds qui va être importante, mieux c'est pour nous parce que, en général, ça veut dire qu'il y a quand même un certain historique, que les gens ont confiance et on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, moi, je préfère aller dans des ETF qui vont avoir une taille de fonds la plus élevée possible. Qui va avoir des frais, ça c'est vraiment le critère numéro 1, mais les frais les plus faibles possibles, et souvent des ETF capitalisants. Alors que tu sois sur des ETF distribuants ou capitalisants sur PEA, ça n'aura pas d'impact de toute façon, de par la fiscalité et de par la conception même du PEA. La grosse différence que tu vas avoir, c'est plutôt sur compte titre, parce que si tu investis sur des ETF distribuants, dans le S&P 500, en fait, tu as des boîtes qui versent des dividendes et sur compte titre, bah, du coup, à chaque fois qu'on va te verser des dividendes, tu vas avoir un déclenchement de l'imposition sur la plus-value en France. Et donc ça peut avoir une friction fiscale et du coup venir lisser un peu plus et baisser un peu plus la rentabilité de ton portefeuille sur le long terme. Donc c'est pas la même approche, tu vois, sur compte titre ou sur PEA. Et que tu décides de t'orienter sur des ETF capitalisants ou distribuants,
ça dépendra des objectifs que tu auras. Tu as des gens qui veulent plutôt s'orienter vers une politique distribuante parce que eux, ils ont un objectif de rente. Mais si tu as un objectif de capitalisation et donc d'aller vraiment mettre en place les intérêts composés et maximiser tes retours sur investissement sur le long terme, les ETF capitalisants en général, c'est ce qui se fait de mieux. Voilà, c'est pour ça que moi en général, je vais plutôt m'orienter vers les ETF capitalisants, même si je te le répète, sur PEA, il n'y a pas de gros impact. Là, on se retrouve du coup donc avec plusieurs ETF qui sont disponibles. Le point sur lequel il va falloir que tu sois vigilant, parce que tu vois, entre ces deux-là, tu te dis, ok, il y a une grosse taille de fond et les frais, c'est pareil de partout. Donc tu dis, bah moi, ok, je vais aller par exemple sur celui qui va être le plus gros. Ok, sauf que tu vois, là, attention, c'est marqué USD. Ça veut dire que pour investir dans le fonds, il faut que tu aies du dollar. En l'occurrence, si tu es français, tu vas avoir plutôt de l'euro. Donc tu vas avoir des frais de change à l'entrée et à la sortie. Et ça peut avoir un impact si important. Donc, ça peut être intéressant pour toi d'aller plutôt sur celui-ci si tu investis en euros parce que tu n'auras pas les frais de change. Si les frais de change sont à ton avantage, c'est-à-dire si l'euro perd de la valeur par rapport au dollar, ça peut être intéressant pour toi, mais à l'inverse, bon, tu vas payer des frais en plus. Donc il faut faire attention. Donc tu vois, ça c'est un point sur lequel il va falloir que tu sois vigilant. Et les autres, bon, c'est des ETF capitalisants, là un ETF distribuant, mais avec des tailles de fonds qui sont relativement faibles. Donc moi, tu vois, je déciderais plutôt de m'orienter vers celui-ci pour le PEA, par exemple. Donc je regarde TER 0,15%, ETF capitalisant, réplication synthétique c'est normal, taille de fonds 2605 millions d'euros, c'est en millions d'euros. Ensuite on va retrouver son code ISIN, c'est l'équivalent de sa plaque d'immatriculation pour rapidement retrouver l'ETF que je te montre à l'écran. En dessous, on va avoir la valeur liquidative, donc c'est pour acheter une part dans l'ETF. Des fois, tu as des ETF qui vont avoir une valeur liquidative beaucoup plus élevée, de l'ordre de 500, 600, 700 dollars ou 700 euros. Donc forcément, si tu as un budget plus modeste, tu vois, ça peut être compliqué pour toi pour acheter des parts dans l'ETF. Donc il peut y avoir un compromis. Des fois, tu vas avoir des ETF qui vont avoir une valeur liquidative plus faible, une taille de fonds plus faible, mais également des frais plus élevés. Donc tu vois, voilà, il n'y a jamais une solution miracle et à chaque fois tu vas avoir des avantages, des inconvénients. C'est très rare de trouver un ETF, même pour moi c'est impossible de trouver un ETF qui va répondre à toutes les obligations. Sinon tout le monde irait dessus dans tous les cas. Donc voilà, c'est normal que tu aies des disparités à chaque fois. Donc là tu as une valeur liquidative de 25,49. Au niveau de l'historique, tu vois que c'est quand même un ETF qui est relativement vieux. 2013, franchement, bon, depuis 2013, c'est un ETF qui a fait 388% à peu près, un peu en dessous de 400% de performance. C'est très bien, donc ça existe depuis 2013, tu vois, c'est présenté juste ici. On peut descendre en bas, on peut voir les performances de l'indice sur 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, et puis d'année en année, avec les rendements, la volatilité, le ratio de Sharpe, bref, je ne reviens pas forcément dessus, c'est des sujets que j'ai déjà eu l'occasion de présenter sur cette chaîne YouTube. Super important à chaque fois, jeter un coup d'œil sur la fact sheet, tu cliques dessus et tu essayes de bien regarder les informations qui te sont présentées. Je vais essayer de zoomer un peu plus pour que tu puisses voir toutes les infos. Donc là, on va te dire voilà, que c'est pour le cas du S&P 500. À l'intérieur, tu as 503 entreprises, les performances sur 3 ans, les performances depuis le début de l'année. Tu vas voir le graphique. Également, le point important aussi, c'est les performances du fonds, donc de cet ETF par rapport à l'indice de référence. Nous, notre objectif, c'est à chaque fois d'être très très proche. Si à chaque fois, enfin d'être très proche, voire au-dessus, d'avoir des performances au-dessus. C'est même l'avantage. C'est-à-dire que là, on voit que cet ETF, par exemple, tu vois, sur l'année, l'indice de référence, donc le S&P 500 a fait 18,58. Cet ETF, il a fait 18,64. Donc il a surperformé jusqu'à maintenant. Il y a un mois, bon, 4,89, ça ne nous intéresse pas. On va regarder sur un an. Sur un an, l'indice avait fait 26,22. Là, notre ETF, il a fait 26,50. Donc il a surperformé. En 2 ans, 43,91, 44,70. Donc il a encore surperformé. Sur 3 ans, il a encore surperformé. Sur 4 ans, il a encore surperformé, mais bien plus, tu vois. Et sur 5 ans, 112,59 contre 108. Donc là, tu vois, pour le coup, c'est un point très positif. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, historiquement parlant, c'est un indice qui a même tendance à surperformer son indice de référence. Et en général, ça arrive avec des ETF à réplication synthétique, ce qui est quand même une très bonne chose. Donc tu vois, ça c'est un très bon point. En dessous, tu vas voir la répartition sectorielle, la répartition en termes d'entreprise, et puis du coup, ça va être une répartition par capitalisation, comme l'indice de référence du S&P 500. Et après, tu vas retrouver la répartition géographique, mais la répartition géographique, je ne sais même pas s'ils l'ont mis ici.
puisque dans tous les cas, le S&P 500, c'est aux États-Unis. Donc dans tous les cas, tu seras 100% aux États-Unis. Mais regarde bien à chaque fois la fact sheet pour sélectionner les meilleurs ETF et regarder les indicateurs que je t'ai présentés jusqu'à maintenant. En tout cas, celui-ci, il est vraiment top. Moi, si je devais en choisir un, il faudrait faire un peu plus de recherche, mais celui-ci, il est très très bien sur PEA. Maintenant, si on essaye d'aller un petit peu plus loin et qu'on enlève les ETF qui sont éligibles au PEA, si on essaye de regarder plutôt des ETF qui sont éligibles au compte titre, là, on va devoir aller un petit peu plus loin. Par exemple, choisir une politique de distribution par capitalisation et pas par distribution, parce qu'on va avoir une friction fiscale entre les deux. On peut sélectionner la taille des fonds, hein, si tu veux des ETF et une taille de fonds qui va être supérieure à 500 millions ou plus de 100 millions, tu vois, en fonction de ce que tu veux faire. Là, le type de réplication, si tu veux des ETF à réplication synthétique ou à réplication physique et complète, parce que tu en as certains qui sont à réplication physique mais partielle, ça arrive. Donc si tu choisis par exemple des ETF à réplication physique, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux choisir des ETF à réplication synthétique, hein, peu importe, hein, on peut décider de les mettre. Mais moi, tu vois, si je décide de rester à des ETF vraiment capitalisants, réplication complète et une taille de fonds qui est quand même relativement importante, là tu vois, tu n'en as pas 50 qui vont sortir du lot. Tu as par exemple celui-ci qui est vraiment top, iShare, donc c'est BlackRock, hein, iShare Core, S&P 500, UCITS, ETF Hack, 0,07% de frais. Franchement, c'est génial. Capitalisant, ETF à réplication complète, taille de fonds énorme. Tu en as un autre en dessous qui a des frais à peu près équivalents. Taille de fonds plus faible, par contre, c'est dénominé en dollars, donc attention. Là, tu as des frais encore plus faibles, 0,03, vraiment pas mal. Par contre, attention, tu vois, c'est un ETF du coup qui est exprimé aussi en dollars, donc tu peux avoir des frais de change. 0,09 dollars, ça m'intéresse pas forcément. Et puis là, ça a des tailles de fonds qui sont trop faibles. Donc au final, tu vois, si on était sur des ETF à réplication physique, ça serait parmi ces trois-là. Et franchement, les trois sont très bien. Mais moi, je choisirais plutôt un qui va être dénominé, on va dire, en euros pour éviter d'avoir les frais de change et d'avoir les frais d'entrée et de sortie parce que ça peut faire très mal. Donc tu vois, moi, je choisirais parmi celui-ci ou éventuellement celui-ci. Il faudrait regarder. Là, tu vois, il te met unhedged parce qu'en fait, tu peux te protéger si tu décides d'investir dans des ETF qui ne sont pas dénominés sur la même monnaie que toi. Tu peux prendre des ETF qui sont dits hedgés pour te protéger au niveau du taux de change. Mais en général, c'est des ETF qui vont avoir des frais beaucoup plus élevés. Puis il y a d'autres problématiques avec les ETF qu'on dit hedgés. J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne pour t'expliquer un petit peu tout ça. Mais tu vois, franchement, le premier, il est très très bien. On peut jeter un coup d'œil, hein. Si d'ailleurs il a autant en termes de fonds, c'est que la plupart des gens vont dessus, c'est pas pour rien. Donc tu vois, TER 007, capitalisant, réplication complète, c'est vraiment pas mal. Par contre, voilà, le bémol, ça peut être la valeur liquidative. Valeur liquidative, 539 euros pour avoir une part dans l'ETF, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Tu as peut-être d'autres ETF, comme par exemple, on va en reprendre celui-ci, hein. On va essayer de prendre. Alors celui-là, il est dénominé en dollars, celui-là aussi. Bon, peu importe, mais c'est pour te montrer peut-être que la valeur liquidative sera plus faible. Là, tu vois, valeur liquidative, on est plus faible. Donc, tu vois, tu as toujours des avantages, des inconvénients. Si tu décides d'aller plutôt sur un ETF plutôt qu'un autre, c'est peut-être parce que toi, tu as un budget aussi qui peut être plus restreint. Tu vois, si tu dois attendre, ça peut être un cas tout bête, hein. Imagine que tu dois attendre 6 mois pour mettre de côté les 600 euros pour acheter une part dans l'ETF. Bah, les 6 mois où tu n'es pas investi, c'est les 6 mois où tu n'auras pas de performance, où tu te feras grignoter ton capital par l'inflation. Donc du coup, il vaudra peut-être mieux que tu ailles sur un ETF qui va peut-être avoir des frais de change entre guillemets plus élevés ou des frais plus élevés, parce que ça te permettra d'investir et de mettre en place les intérêts composés et d'investir plutôt que d'attendre 6 mois et de ne pas profiter de la croissance haussière du marché, parce que globalement la bourse reste quand même extrêmement haussière. Et en plus de ça, de ne pas te faire grignoter ton capital par l'inflation. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est super important de comprendre la démarche et comment sélectionner les ETF, parce qu'une fois que tu as compris ça, bah, tu peux aller tout de suite beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et tu peux te créer un portefeuille vraiment sur mesure. Donc, valeur liquidative 539,21, on va descendre un petit peu plus bas. Là, c'est un ETF qui est là depuis maintenant quand même un certain temps, depuis 2010, si je ne me trompe pas, voilà, 19 mai 2010, donc c'est très bien. Tu as la répartition en termes d'entreprise, la répartition
par pays. Donc là, bon, tu es clairement sur les États-Unis. La répartition sectorielle, donc voilà, pour forcément pas trop de problèmes là-dessus. Si tu veux avoir des infos notamment concernant la volatilité, le ratio de Sharpe, les rendements sur 5 ans, etc., etc., le max drawdown, c'est super important de faire ça. Quand tu analyses ton portefeuille, tu as les infos ici. Mais le plus important, c'est de télécharger la fact sheet. Et une fois que tu télécharges la fact sheet, comme je te l'ai montré pour le PEA, tu vas zoomer un peu et tu vas retrouver toutes les informations les plus importantes sur cet ETF. Là, on te dit que c'est un ETF à application physique, qui n'est pas éligible au PEA, qui est domicilié en Irlande, parce qu'en général, en Irlande, on a des avantages, il y a des niches fiscales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur Contit, il y a un intérêt d'avoir des fonds qui sont domiciliés en Irlande, parce que des fois, quand tu es sur des ETF, notamment même capitalisants, même si les intérêts sont automatiquement réinjectés dans l'ETF pour faire croître le capital plus rapidement, tu as une taxation à la source, notamment pour des entreprises qui sont présentes aux États-Unis. Là, tu as les avantages si les fonds sont domiciliés en Irlande. Voilà. Bon, bref, c'est un détail, mais sache que très souvent, si les fonds sont domiciliés en Irlande, c'est pas pour rien. Donc, si on descend un petit peu plus bas, tu vas retrouver des infos donc, sur l'indice de référence, l'ETF dans lequel tu as investi. Donc au niveau du tracking error aussi, hein, que je t'avais évoqué un petit peu plus tôt. Donc là, tu vois que l'indice de référence sur 2014, il a fait 12,99, là il a fait 13,24. Sur 2015, on a fait, l'indice a fait 0,75, nous on a fait, l'ETF il a fait 0,99, donc il a surperformé. Là il a encore surperformé. Là il a surperformé parce que ça a plus baissé en 2018, alors que pour le coup, nous, cet ETF, il a moins baissé, il a encore surperformé là, surperformé. Enfin, globalement, tu vois, tu te rends compte que comme pour le PEA, il a même tendance à surperformer à la hausse ou à la baisse. Donc, c'est vraiment pas mal. Tu vas retrouver la répartition sectorielle, géographique et tout ce qui s'ensuit. Je ne reviens pas forcément dessus. Donc, pour moi, ça reste un ETF qui est vraiment pas mal. Mais vraiment, le point de vigilance, c'est toujours là, les frais. Vraiment, les frais. Je vais te faire un exemple tout à l'heure et te montrer que même un tout petit différentiel en termes de frais, ça peut avoir un impact qui est énorme, surtout si tu commences à investir sur le long terme et que tu mets en place les intérêts composés. Donc là, je vais te montrer vraiment l'impact que ça peut avoir brut. Je n'ai pas pris en compte l'inflation, je n'ai pas pris en compte la fiscalité, mais c'est vraiment pour te montrer l'impact que ça peut avoir au niveau des frais de gestion. Même si tu vois, tu te dis, ok, 0,25% de frais par rapport à 0,07, il n'y a pas une grosse différence pour les cas que je t'ai montré un petit peu plus tôt. Tu vas voir que si tu commences à mettre en place les intérêts composés sur le long terme, ça peut représenter des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'euros en fonction des montants que tu auras investis. Là, j'ai pris un cas classique, quelqu'un qui investit 10 000 euros, qui investit 100 euros par mois pendant des années et des années sur un ETF S&P 500. En moyenne, ça fait à peu près du 10% annualisé, le S&P 500. Donc, j'ai pris le cas de quelqu'un qui investit dans un ETF qui va avoir 0,25% de frais annualisés. Donc, au lieu de faire 10% de rendement, il va faire 9,75%. Et donc, sur une période de 30 ans, tu vois, les résultats sont quand même très bons. Hein. On est à un portefeuille au final de 359 536 euros. Là, ils mettent dollars, mais on s'en fout, on va dire euros. Avec des intérêts gagnés de 313 536. C'est quand même vraiment, vraiment très bien. Par contre, si je prends le cas suivant, donc quelqu'un qui va choisir un ETF, la seule différence, c'est les frais de gestion de l'ETF. D'accord ? On admet qu'on investit sur la même enveloppe fiscale, c'est vraiment la même chose, l'inflation est partout pareil, voilà. Donc au lieu d'avoir en termes de rendement du 9,75 parce qu'on a 0,25% de frais, là on va être à 9,93 parce qu'on a 0,07% de frais comme celui de iShare que je t'ai présenté un petit peu plus tôt. On investit la même chose, 10 000 balles dès le départ et puis 100 euros tous les mois pendant 30 ans. Et donc à la fin, on se retrouve à 374 703 euros avec un total d'intérêt gagné de 328 703 euros gagnés en termes d'intérêt. Donc tu vois, on va dire là, au final, tu peux dire, ouais, la différence, elle n'est pas dingue. Mais tu vois, je t'ai pris le cas de quelqu'un qui investit des 1000 balles et 100 euros. Si tu commences à faire les calculs avec plus d'argent investi, et surtout pour une durée beaucoup plus longue, c'est là où l'écart vraiment va se creuser. Et tu vois, il vaut mieux que ces dizaines de milliers d'euros finalement soient dans ta poche plutôt qu'à côté. En fait, c'est juste une sélection. C'est vraiment tout bête, hein, ce truc-là.
Et au final, ça peut te coûter vraiment très très cher si tu ne fais pas la bonne sélection, si tu ne diversifies pas suffisamment. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à savoir sur les ETF. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur les autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube dans la playlist bourse. Mais tu vois, c'est pour ça que je passe autant de temps à t'expliquer toutes ces infos. Parce qu'une fois que tu as compris tout ça, bah, tu peux sélectionner vraiment des ETF qui te correspondent à toi vis-à-vis de ta situation personnelle et surtout en lien par rapport au risque aussi que tu veux prendre et puis par rapport à la manière dont tu souhaites gérer ton portefeuille sur le long terme. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur l'investissement en bourse en utilisant le vecteur des trackers et des ETF, je t'ai préparé dans la description de la vidéo tout un listing et tout un document PDF dans lequel j'ai recensé les meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre. Il y a même des sections bonus avec les ETF Smart Beta, etc. En général, c'est la partie la plus compliquée, la plus difficile pour les débutants et celle qui demande le plus de temps, la sélection des ETF. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait pour toi. Donc n'hésite pas à télécharger le document. Tu as le lien dans la barre d'infos, tu as simplement à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.